Bienvenue dans cette nouvelle version de ReptiLife. Cette nouvelle version est un petit peu différente de l'épisode pilote que j'avais fait il y a plus d'un an. Donc là je vais essayer de développer sur plusieurs thèmes. Donc par exemple la technique, la maintenance, une petite rubrique découverte et le courrier du lecteur. Donc pour commencer, je vais tout simplement vous présenter le matériel électrique du terrarium. Vous en avez vu plein, vous en avez vu dans tous les magasins, mais est-ce que vous savez comment ça fonctionne ? Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de la partie technique de votre terrarium. On va parler principalement de la partie électrique. On va parler de l'éclairage et du chauffage. Pour ce qui est de l'éclairage, vous savez très bien que certains animaux ont besoin d'UVA UVB, comme par exemple les lézards et les tortues, pour pouvoir synthétiser tout ce qui est calcium et vitamines. Pour ces animaux, nous allons pouvoir proposer plusieurs types d'éclairage. Nous aurons par exemple le néon UVA UVB, qui lui proposera un éclairage UV sur toute sa longueur, et la dispensera sur environ 40 cm en général selon les marques et les modèles. Nous allons également avoir son petit frère, le néon miniature, l'ampoule économique, qui dispensera des UV également sur une faible hauteur, environ 30-40 cm également, mais également sur une largeur équivalente, donc qui n'aura pas l'avantage du néon de dispenser sur toute sa longueur. Nous avons également un autre type d'éclairage, la lampe à vapeur de mercure. Celle-ci dispensera des UV sur une plus grande hauteur. Elle créera également une chaleur supplémentaire qui viendra compléter le chauffage du terrarium. Il faudra faire attention sur tous ces types d'éclairage, car ces éclairages ont des durées de vie. Ampoule économique néon ont une durée de vie d'environ 6 mois, alors que la lampe à vapeur de mercure aura tendance à griller avant la fin de sa durée de vie. Nous allons maintenant parler du chauffage. Le chauffage, ça paraît très simple, mais c'est pas toujours très clair. Moi, j'ai déjà vu beaucoup de bêtises à ce niveau-là. Le plus connu d'entre eux, c'est le tapis chauffant. Celui-ci va dispenser du chauffage sur toute sa surface. L'avantage de celui-ci, c'est qu'il se place assez facilement. On le glisse sous le terrarium au point chaud et on le branche. L'inconvénient, c'est qu'il a un faible wattage. Donc celui-ci, pour chauffer le terrarium, va devoir traverser le verre et la litière. En général, la chaleur qui restera au final ne sera pas énorme et ne chauffera que la litière. L'ancêtre de tout cela, le câble chauffant, pour ceux qui sont un peu de ma génération, il y a 15-20 ans, c'est ce qu'on utilisait le plus. Il chauffait très bien. L'inconvénient, c'est qu'il chauffait trop bien. On le plaçait en zigzag sous les terrariums, souvent en verre, et celui-ci, avec le choc thermique, brisait le verre. L'inconvénient, c'est qu'il est assez compliqué à passer. Il fallait le mettre en zigzag, le placer sous le terrarium ou dans la litière, et l'animal avait tendance à s'enfouir et à aller s'enrouler dans le câble. Celui que j'utilise le plus, la lampe céramique. Certains diront que cette lampe céramique a tendance à assécher l'air. C'est vrai. Pour remédier à ça, il suffit de mettre un McDo en dessous, pour ceux qui connaissent. Pour moi, c'est le chauffage le plus efficace. On le branche, c'est un chauffage infrarouge, qui va chauffer une zone distincte et va bien la chauffer. Donc celui-ci permettra d'avoir une vraie zone chaude et selon le wattage qu'on va utiliser, chauffera rapidement ou peu. Bien évidemment, tout ce matériel ne s'utilise pas si facilement. Les lampes céramiques ou les lampes éclairantes vont devoir être utilisées avec un ballast ou avec des réflecteurs. Pour ce qui est de l'éclairage, en général, on peut utiliser tout simplement un réflecteur comme celui-ci. Soit on a un grand terrarium et on l'installe dans le terrarium, soit on a une surface grillagée et on le suspend au-dessus. Pour ce qui est des terrariums où on va placer une lampe céramique, que ce soit un terrarium en bois ou un terrarium en verre, nous allons devoir utiliser une douille en céramique. Surtout, n'utilisez pas de douille en plastique. Douille en plastique, c'est incendie assuré. Donc nous avons plusieurs types de douilles en céramique, celle à visser ou celle à fixer. Vérifiez tout simplement le wattage qu'elle supporte et le voltage. Bien évidemment, une fois que vous avez fixé ces douilles céramiques dans le terrarium, que ce soit un terrarium en bois ou un terrarium en verre, peu importe, il va bien falloir le protéger, l'animal risque de se brûler dessus. La température peut monter à plus de 200 degrés sur une ampoule de ce type. Donc n'oubliez pas ce type d'accessoire, la grille de protection, qu'on pose au-dessus, qui protégera l'animal de la brûlure, et vous-même par l'occasion quand vous nettoierez le terrarium. Tout ce matériel devra être complété par le thermostat. Le thermostat est un appareil qui paraît être un peu cher en général, mais c'est un appareil indispensable au niveau d'un terrarium. Son travail à lui est tout simplement de gérer les températures et les éclairages de votre terrarium. Il analysera la température dans le terrarium à l'aide de sa sonde et allumera et éteindra son chauffage selon les réglages.
Les modèles les plus récents auront également un programmateur qui permettra d'allumer et éteindre l'éclairage que vous aurez programmé précédemment. Voilà pour ce qui est de la revue technique. Je vous dis à bientôt. La plupart d'entre vous le savent sans doute, certains reptiles doivent être pucés, tout simplement parce que la législation en vigueur nous l'impose. Mais comment cela fonctionne? On va voir ça tout de suite. Il est très tôt ce matin, je vais aller chez le vétérinaire. Je suis en train de préparer un Corallus caninus que je vais aller présenter au vétérinaire pour poser une puce d'identification. Cet animal étant d'origine guyanaise, je suis soumis à quelques obligations, comme par exemple la pose de cette puce. Je vais l'emmener tout de suite, le préparer, et puis si je peux, je vais essayer de filmer tout ça pour que vous puissiez le voir. Non, donc il est pas né chez vous celui-là. Non, celui-là il vient d'Espagne. Donc ça, le truc bête, c'est... Il mord aussi. Bah, disons qu'il a des grandes dents. Faut pas que ça morde, ça mord bien. Et quand on fait comme ça, Oui, on sait pas où est la tête. et qu'on sait pas où est la tête, Je pensais que j'allais avoir plus peur que ça pour l'instant. voilà, c'est... Je pensais que j'allais avoir plus Bah, peur toi, tu que le vois ça. pas. C'est pas la première fois. Si. Faut voir, quand même. Bah de près comme ça, Tu viens jamais quand on bah, le voit j'ai rien. jamais osé rentrer dans les T'es salles jamais de là. consulte quoi. Bon, il a des bons chicots. Ouais. Ah oui, vaut mieux mettre le vent. Il a des bons chicots. C'est pour ça. Vas-y, Oui, vas-y, Oui, il y a une des belle petites photo. dents. Alors, on va lui On voit la mine faire de ça brûlure, hein. un tout petit peu à l'arrière. On va Voilà. une seconde. Comme je pourrais le faire sur l'arrière. C'est encore là que ce sera peut-être le plus facile. Ouais, et puis c'est moins contraignant en général. Ouais. Ah ouais, c'est pas mal ça. Je vais me engueuler par ma cousine, mais c'est pas grave. Ça veut dire si tu m'enquiquines, je te shoot. Touche-le là, si tu le fais pas. T'es sûr, hein? Vous tenez bien la tête, hein. On a déjà une en arrêt maladie, alors. Ah non, pas 2 jours avant Noël. Ah, tu zoomes un peu là-dessus. Rapproche-toi si tu veux. Tu vas pas aimer, mais ça va être rapide. Non, ça pique pas. Ah oui, c'est vrai. Ça accroche bien. Ça va toucher le bout de la ça- queue. Vas-y. Juste Oh là. bah Manon! Non, bah non, mais je préfère en bas qu'en haut. Allez, c'est fait filmé, bizarre. Aline. Tu vas sur la vidéo, moi. J'espère qu'il n'y aura pas le son quand même. Vous Bah si, on garde. Vous couperez cette petite réflexion donc de... Manque de professionnalisme. C'est étonnant par contre. C'est bizarre. Ça fait pas tous bien épilé. C'est un arboricole originaire des Guyanes. Ils sont toujours... c'est pas cette espèce-là donc, qui rougit un peu, donc... Après, tout ce qui est Corallus caninus et tout ce qui est Morelia virilis, ce sont des espèces qui juvéniles peuvent être rouges ou jaunes. Ouais, ils sont un peu moins marqués. Il est très beau, hein. Bon, effectivement, des Morelia, on en voit beaucoup plus souvent. J'aurais pu. Ça, c'est toi. Ouais. Ça, personnellement, je crois que c'est le premier que je vois. Hein. Quelqu'un qui va me dire. Ouais, c'est assez peu courant parce qu'il faut des autorisations particulières. Ça se ressemble beaucoup avec le Morelia. Même, pas du tout le même biotope, hein. Enfin, pas du tout la même zone géographique. Non, bah en tout cas. là c'est Guyane et puis le Morelia c'est l'Indonésie. Australie. C'est Australie. Il y en a pas en Indonésie. Aussi. Voilà. Et bien voilà. C'est une affaire rondement menée. Manque de connaissances, soit de l'environnement, soit de l'alimentation, bon, des éléments, notamment d'humidité et puis de chaleur. Hein, donc, j'ai vu il n'y a pas très longtemps donc, un gars qui arrive, donc il veut qu'on soigne donc, son animal tout de suite, et puis ça faisait 5 jours que son système était en panne, donc ça ne peut pas fonctionner. Hein, donc, De toute façon, oui, c'est des erreurs de débutants, parce que les gens ils viennent souvent pour des pneumopathies, chauffage en panne, ils ont, qu'est-ce qu'on a de plus courant, problème d'alimentation pour les lézards, manque de calcium, manque de vitamines, manque d'UV. Les blessures aussi, enfin, moi j'ai eu, c'est pareil, enfin, je comprends pas qu'ils aient pas cette. Donc, qu'ils laissent des proies vivantes, donc.
Après, c'est une conception, hein, mais après, il y a le B.A.B.A. Hein. Surveillé, hein, donc je sais pas, ça me paraît... Vous avez eu des morsures? Ah oui, j'en ai eu, mais ça me paraît Là, pas... le serpent veut pas de la souris, c'est la souris qui va avoir envie du serpent. C'est quand même un peu étonnant. Donc, et des vraies pathologies, des pathologies plus lourdes avec des gens, oui, ça c'est plus intéressant, c'est sûr. Mais ouais, pour vous, techniquement, oui. Pour l'instant, avec le développement aussi de certaines enseignes hein, qui font de la vente sans le conseil, ou l'expérience, tout simplement. Ouais, oui. Parce qu'ils ont une formation de vente, mais pas forcément une formation d'élevage. En fait. Et là, oui, on voit des petits jeunes qui sont passionnés, certainement. Mais donc, j'ai souvent des retours de ce côté-là. Souvent des retours de personnes qui vont en animalerie, qui achètent l'animal. Et puis en fait, on leur donne des informations qui leur conviennent au moment de la vente. Oui. Et après, en dehors de ça, c'est pas forcément l'information qu'il fallait avoir. Et puis ils s'arrêtent sur cette information sans chercher à aller plus loin, Voilà, et puis pas forcément exact pour autant. Donc c'est toujours ça confirme ce qu'on voit tous les jours. Moi, ce que je leur dis, hein, donc nous, on est des spécialistes en pathologie. Donc moi, je suis pas un spécialiste en élevage. C'est la première fois que je vois donc cette espèce-là. Donc je connais à peu près donc son biotope, hein, donc mais vous me demandez de l'élever, hein, j'en suis un fichu. Hein, c'est pas moi qui vais donner le conseil à la personne qui est propriétaire de cet animal. C'est pas moi qui vais lui donner son conseil sur les points chauds, l'hygrométrie, etc. C'est pas mon domaine. Hein. Notre domaine, hein, donc c'est une fois qu'on est en face d'un problème pathologique, c'est de pouvoir faire les prélèvements, de pouvoir faire les radios, de pouvoir poser un diagnostic. Et généralement, effectivement, le diagnostic, donc, il est issu du commémoratif des erreurs successives d'élevage. Donc, c'est vrai que moi, ils viennent me voir en premier recours pour savoir, voilà, est-ce que c'est important, est-ce que c'est un petit truc, est-ce que c'est une pathologie qui peut être réglée assez rapidement en changeant les paramètres. Et après, moi, je leur dis, hein, dès que c'est trop technique, de toute façon, après, c'est plus mon boulot. Quoi. Voilà, je passe la relève, vous allez voir la personne spécialisée dans ce domaine-là. On a chacun notre domaine. Moi, le problème, c'est que c'est assez courant parce qu'il y a de plus en plus d'animaleries généralistes. Et les gars, en école, ils ne sont pas forcément formés pour la maintenance des animaux. Donc, c'est de la technique de vente et ça ne va pas forcément avec. Donc, ce qui engendre tous les problèmes qu'il y a derrière. Tout à fait. Voilà. Bon, et bien nous voilà de rtour de chez le vétérinaire. Comme vous l'avez vu, le Corallus a été pucé. Donc on revient avec les documents qui vont avec. Fiche d'identification faune sauvage. Et bien sûr le document de déclaration de marquage de l'animal. Bien évidemment, avant de le mettre en terrarium, je vais quand même lui faire un petit contrôle pour vérifier si la puce fonctionne correctement. C'est la moindre des choses. C'est vrai qu'on aurait dû le faire sur place, mais on n'y a pas forcément pensé. Mais vu que je possède l'accessoire indispensable, je vais pouvoir le contrôler par moi-même. Voilà. Donc le code correspond bien à la fiche que j'ai eue lors du puçage. Donc l'animal est en règle. Je vais pouvoir le mettre dans son terrarium et transmettre les documents au service concerné. Voilà pour le puçage, au revoir. Nous allons maintenant aborder la rubrique maintenance. Aujourd'hui, le thème sera tout simplement l'analyse du reptile et son comportement en terrarium. Dans le domaine de la terrariophilie, aujourd'hui, il y a la facilité. La facilité, c'est-à-dire que nous allons aller vers Internet, chercher des fiches d'élevage et nous imprégner des informations que nous allons trouver à gauche et à droite. Une chose qui est couramment oubliée, c'est tout simplement l'observation. L'observation de l'animal, de son habitat et de son installation. Commencez par observer votre animal. Analysez-le. Regardez par exemple son regard, ses yeux. Regardez la forme de ses pupilles. Ceci vous donnera déjà certains indices pour savoir par exemple si c'est un animal diurne ou nocturne. Par la suite, regardez le reste de son corps. Regardez ses pattes, selon la forme de ses doigts, selon la forme de ses pattes. Cela vous permettra de savoir si c'est un animal terrestre, fouisseur, arboricole, voire même aquatique.
Sa forme également peut vous donner des indices. On peut également observer son pattern. Son pattern, je ne parle pas du pattern des sélections que vous allez trouver chez les éleveurs, mais vraiment le pattern d'origine. Selon ses coloris, ses dessins, nous pourrons déjà savoir si c'est un animal déjà terrestre ou arboricole. En terrarium, comment faire? En terrarium, observez votre animal. S'il est toujours situé dans le coin chaud, en permanence, peut-être votre terrarium est-il trop froid. A l'inverse, s'il est du côté froid en permanence, peut-être a-t-il trop chaud. Donc analysez votre animal dans le terrarium. Il y a beaucoup d'indices. N'oubliez pas de regarder toujours à l'intérieur. Tout ça pour vous dire, n'oubliez pas d'analyser vos animaux, de regarder, d'observer dans le terrarium. Les fiches internet, c'est bien. Les ouvrages, c'est mieux. L'expérience de vos pairs est encore mieux. Mais rien ne vaudra l'analyse de la situation dans votre terrarium. Vous avez des questions sur la maintenance, la législation, voire même des pathologies. N'hésitez pas à nous envoyer vos questions sur l'email que vous trouverez ici en dessous. Et nous les aborderons dans le courrier du lecteur. Nous allons inaugurer la rubrique du lecteur. Certains d'entre vous m'ont envoyé des questions et j'ai sélectionné certaines d'entre elles, comme par exemple celle de Quentin. J'ai choisi quelques questions, comme par exemple comment choisir son terrarium. Le terrarium qu'on va choisir pour un animal va être bien évidemment spécifique à sa maintenance. Si vous choisissez un animal qui vit de manière arboricole, on va bien évidemment privilégier un terrarium qui est tout en hauteur. Contrairement à d'autres animaux qui eux seront terrestres et dont la priorité sera bien évidemment la longueur du terrarium. Les mœurs de l'animal sont tout simplement les facteurs qui vont nous permettre de choisir ce terrarium. Il y a des animaux qui auront besoin de plus d'aération, d'autres plus d'humidité, d'autres plus de hauteur, d'autres plus de largeur. Ces facteurs vont être très importants pour le choix du terrarium. Renseignez-vous d'abord sur l'animal et par rapport à ces informations-là, vous pourrez choisir le terrarium qui correspondra à l'animal. Un caméléon, ce sera bien évidemment tout en hauteur. Une tortue, ce sera tout en longueur. Et certains ophidiens seront semi-arboricoles, donc on essaiera d'avoir des terrariums assez longs, mais aussi avec un petit peu de hauteur. Voilà. Une seconde question. J'ai un serpent des blés juvénile, puis-je le placer directement dans son terrarium définitif? Rien ne vous empêche d'avoir le terrarium définitif pour votre animal. C'est vraiment pas un problème en soi. Il faudra juste penser aux mœurs de l'animal quand il est juvénile. Beaucoup d'animaux juvéniles, beaucoup de reptiles juvéniles stressent énormément quand ils sont petits. Certains vont se perdre dans leur terrarium et auront du mal à chasser la nourriture ou à retrouver leur nourriture et à prendre même des repères dans ce grand terrarium. Pour ce qui est du Pantherophis, moi je vous conseille éventuellement pour ma part de le mettre en Phonabox, tout simplement, et à la limite de mettre votre Phonabox dans le terrarium qui sera déjà paramétré pour l'animal à l'état adulte. Faites-le pousser quelques mois dans le terrarium et dès que vous sentirez qu'il est plus à l'aise, qu'il a une taille plus adaptée au terrarium, ouvrez la Phonabox, lâchez-le dans le terrarium, il s'y habituera très bien. Pour ce qui est de l'alimentation, à vous de voir si vous le nourrissez en extérieur ou en intérieur. Mais faites attention à bien suivre ses habitudes et à bien regarder ce qui se passe dans le terrarium. Mon serpent a régurgité sa proie. Puis-je le renourrir juste après? Et surtout, pourquoi a-t-il régurgité? Mon serpent a régurgité sa proie, donc puis-je le renourrir? Évidemment, on va éviter de le renourrir tout de suite, tout simplement parce que son organisme a été stressé, l'animal lui-même a été stressé par cet événement, donc on va lui laisser le temps de se remettre en place, de son organisme de se réadapter. On va lui laisser quelques jours avant de retenter le nourrissage. Après, il va surtout falloir savoir quelle est la source de cette régurgitation. Une pathologie, un problème de température, une mue qui approche, une source de stress tout simplement. Il va vraiment falloir trouver cette source, car si cette source n'est pas trouvée, il risquera de régurgiter ses prochains repas, donc ce qui ne va pas résoudre le problème. Donc voici pour cette première rubrique courrier du lecteur. Moi je vous invite éventuellement à me contacter si vous avez vous également des questions, ou nous envoyer un mail sur reptilife@snakeandco.com ou bien sur la page Facebook de Reptilife. J'hésiterai pas à répondre aux questions à la mesure du possible, et puis si toutefois des questions sont un peu complexes et demandent un peu de spécialisation dans un domaine précis, j'hésiterai pas à contacter l'éleveur en question. Et voilà.
Donc je vous dis à bientôt pour un prochain courrier du lecteur. Voilà, cette première émission de Reptile Life est terminée. J'espère que l'émission vous a plu. J'ai pour ma part essayé de vous proposer plusieurs thèmes afin de varier un petit peu. Moi, dans la continuité des choses, je vais essayer d'étoffer un petit peu cette émission. D'ailleurs, je lance un avis à tous mes collègues youtubeurs. Si vous voulez participer à cette émission et intégrer vos vidéos, n'hésitez pas à me contacter, ça fera une émission plus riche en informations et on pourra ainsi proposer plein de thèmes. Donc contactez-moi. En attendant, je vous dis tout simplement à bientôt pour l'épisode 2. Au revoir.